L'Université libre de géopolitique s'est ouverte ce mardi au CERAP à Cocody avec en toile de fond des questions de pauvreté et d'insécurité en Afrique. Plus de 100 morts, des milliers de blessés, de nombreux disparus. C'est le bilan des énormes explosions causées par des tonnes de nitrate d'ammonium stockées au port de Beyrouth, au Liban. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Pauvreté et insécurité en Afrique, quelle synergie entre chercheurs et décideurs? 50 personnes réfléchissent à cette question au CERAP à Cocody. C'est à la faveur de l'ouverture ce mardi de l'Université libre de géopolitique. L'événement, initié par l'Institut de stratégie, referme ses portes jeudi prochain. Dangui. La pauvreté, l'insécurité sous toutes ses formes et les crises qui rongent l'humanité peuvent trouver un début de solution avec les ressources de la géopolitique. Une conviction que partagent les experts de la question venus animer l'Université libre de géopolitique qui a ouvert ses portes ce mardi au CERAP à Cocody. La notion même de géopolitique soulève des problématiques qui éveillent l'intérêt de Solange et de nombreux participants. C'est une occasion qui me permet d'apprendre davantage et de voir comment aborder les thématiques que moi je développe dans certaines émissions. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les États africains pourront résoudre les questions actuelles. Par exemple, la question de la démocratie, les questions du droit de l'homme et surtout les questions du développement. Organisée par l'Institut de stratégie, l'Université libre de géopolitique milite pour une collaboration entre chercheurs et décideurs afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La géopolitique apparaît comme une méthode, une discipline qui permet d'étudier les rapports entre l'histoire, la géographie sur un territoire donné. Et elle met en exergue les questions de rivalité qui peuvent s'imposer au sein d'un territoire donné entre des acteurs par rapport à des enjeux bien précis. Par exemple, dans le cas de la Covid-19, c'est vrai que à première vue, c'est un problème de santé. Mais il y a aussi des aspects psychologiques, il y a aussi des aspects sociologiques, des aspects historiques, etc. Et c'est intéressant que les décideurs, en plus des médecins, mettent en place des équipes pluridimensionnelles de sorte à apporter plus d'éléments de réponse pour avoir une approche un peu plus large de la question. L'Université libre de géopolitique a rassemblé une cinquantaine de personnes, notamment des étudiants et des enseignants, autour du thème « Pauvreté et insécurité en Afrique ». Quelle synergie entre chercheurs et décideurs? La commissaire superviseure de la Commission électorale indépendante CEI dans les régions de San Pedro, Nawa et Goclé a échangé aujourd'hui avec les populations. Au menu, le contentieux sur la liste électorale et le parrainage des candidats à la candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Une rencontre appréciée par les populations qui disent avoir beaucoup appris sur les deux sujets, comme nous l'explique notre correspondant Sam Kounon. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre entre la commissaire superviseure de la CEI dans le Bassa-Sandra et les différents chefs de communauté, chefs traditionnels, guides religieux, responsables de partis politiques, leaders d'opinion et le corps préfectoral à la salle du Rotary Club de San Pedro. La commissaire superviseure de la CEI, Marguerite Yolibi-Koné, a donné des informations relatives au contentieux sur la liste électorale qui se déroule du 5 au 7 août et celle concernant le parrainage. Ça sont suivis des échanges pour mieux comprendre. Cette année, le contentieux ne dure que 3 jours pour les réclamations et 3 jours pour l'observation. Donc il était bon qu'on le dise aux populations parce qu'elles pensent que c'est élastique. Or, ce n'est pas élastique, on l'a vu dans les différentes questions. De 2, il était bon qu'on vienne échanger sur le parrainage. Parce qu'il y a certains qui ont l'impression que c'est la commission électorale qui doit organiser le parrainage. Eh bien non, le parrainage est organisé par le candidat à la candidature. Et il était bon aussi de leur signifier que le parrainage, on ne prend pas les parrains dans certains endroits, notamment les camps militaires, les casernes et les hôpitaux. Et il était bon aussi de leur signifier que le parrain ne doit parrainer qu'une seule personne. Surtout que nous sommes en zone rurale et que les populations ne comprennent pas très bien quand on vient vers elles, il est bon que nous mettons en mission avec l'aide du corps préfectoral, les chefs traditionnels, les chefs de village, etc., pour qu'ils expliquent aux populations que quand on ne parraine qu'un seul candidat. On ne peut pas parrainer plus de 2. Le dimanche qui vient, c'est une grande réunion pour les Baoulés.
Je vais appeler tous les autres baoulés qui sont venus pour qu'on va faire réunion et dire à tout le monde ce que CI a dit. Vraiment, on est tous d'accord, ils n'ont qu'à suivre ça pour que tout passe normalement. Elle a réussi à convaincre les gens et je pense qu'au sortir de cette rencontre, nous allons donner l'information à la population. On ne peut pas parrainer 2 candidats, il faut parrainer un seul candidat. Pour la commissaire superviseur, l'objectif a été atteint. La Fondation Cœur de Paix a organisé hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody une conférence publique sur les valeurs de paix et de cohésion. Thème choisi, quelle contribution de la jeunesse estudiantine pour des élections apaisées? La Fondation Cœur de Paix invite les étudiants à être des acteurs de paix en véhiculant notamment des messages d'amour à l'approche des élections. Cette campagne qui a débuté à Abidjan va se poursuivre dans les autres universités du pays. Clément Beaucoup. Amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ici, les organisations de jeunesse estudiantine ont répondu nombreuses à l'appel de la Fondation Cœur de Paix. Ils sont invités à cultiver la paix, à lancer des messages d'amour et de citoyenneté afin d'éviter les crises post-électorales. Nous avons pris bonne note et qu'à partir de cet ensemble d'enseignements reçus, bien évidemment, l'impératif pour nous d'être un acteur ou d'être des acteurs de paix. En toutes circonstances, pas forcément en période électorale. Moi, en tant que chef traditionnel, je me dois de défendre la paix, d'être garant de la paix. Donc là où on parle de paix, surtout à l'endroit de notre jeunesse montante, notre jeunesse éclairée qui est la jeunesse estudiantine, je me dois d'être là. Ministère de l'enseignement supérieur, celui de l'intégration africaine et autorité du district d'Abidjan. Tous ont rappelé l'importance de la jeunesse pour le bon déroulement des échéances électorales d'octobre prochain. Le milieu universitaire est connu un peu des populations comme un milieu où il y a toujours la violence. Et ce milieu aussi est constitué de jeunes qui constituent aussi l'avenir de demain. Il était important que nous qui sommes les acteurs et les promoteurs des valeurs de paix venions ici pour nous adresser aux étudiants qui représentent une frange importante de la population. L'intervention du représentant de la FESI. Nous avons pu noter dans son intervention des propos responsables, des propos citoyens, comme pour dire qu'à ce jour, la jeunesse estudiantine est prête pour le combat pour la préservation de la paix pendant la période électorale. Outre les étudiants, les conférences publiques de la Fondation Cœur de Paix sur les élections apaisées s'adresseront à long terme aux autres couches de la société. On s'intéresse aux Green Days du Cluster 2020. Ils se sont tenus du 28 au 30 juillet dernier au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Ces journées se sont soldées par la cérémonie de remise de prix à 6 acteurs œuvrant pour une économie verte et au développement durable. Dénommé Green Awards, cet événement vise à encourager ces institutions qui apportent leur contribution significative au développement des PME vertes et à l'émergence d'une économie verte, sobre, en carbone résiliente au changement climatique et durable. Clément Beaucoup. Cela fait déjà 1 an que des petites et moyennes entreprises réunies au sein du cluster des PME vertes se sont engagées à œuvrer au développement durable et à l'émergence d'une économie verte. Pour cet anniversaire, les responsables du cluster des PME vertes récompensent 6 institutions qui soutiennent leurs actions. Cette cérémonie est dénommée Green Awards. C'est un moment vraiment clé dans la mobilisation de tous les acteurs de l'économie verte et du climat pour les encourager à aller encore plus loin, à faire davantage autour des PME vertes. Et cette mobilisation, nous en avons tous besoin et la Côte d'Ivoire en a besoin parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'une économie qui soit plus verte et plus durable. Au nombre des récipiendaires, le ministère de l'Économie et des Finances, l'OIRN, la coopération allemande GIZ, la RDCI, l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, le groupe SIFCA et la BAD. Les PME jouent un rôle extrêmement important et notre credo, c'est de les accompagner dans une croissance qui soit à la fois verte et durable. Et donc, nous sommes très heureux d'être là, de cheminer avec le cluster et de les appuyer aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier, de sorte à pouvoir faire 2 choses. D'abord, les accompagner dans l'amélioration de l'environnement des PME
pour les rendre beaucoup plus compétitives, beaucoup plus résilientes, tenant compte à la fois des impacts des changements climatiques, mais aussi des opportunités liées au changement climatique. Et deuxièmement, mettre en œuvre toute la panoplie d'instruments financiers qui existent, de sorte à pouvoir les aider à accéder à la finance climat. L'économie verte, c'est le futur. Donc c'est aussi une façon que l'Allemagne a eu une croissance énorme en soutenant vraiment l'économie verte, et on est en train de soutenir maintenant la Côte d'Ivoire dans ce développement aussi. Les innovations de la prochaine édition, le prix de la meilleure institution de recherche ou de formation verte et le prix spécial du jury. À l'étranger, plus de 1300 personnes ont été tuées au premier semestre 2020 par des groupes armés en République démocratique du Congo, 3 fois plus que sur la même période en 2019, selon un rapport publié ce mercredi par les Nations Unies. Plus de 100 morts, des milliers de blessés et de nombreux disparus. Les Libanais sont encore sous le choc ce mercredi au lendemain des énormes explosions causées par des tonnes de nitrate d'ammonium stockées au port de Beyrouth qui ont dévasté des quartiers entiers. Ami Koulibaly. Au moins 100 morts au Liban, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Beyrouth, ville sinistrée, reste abasourdie. Ce mercredi, au lendemain d'explosions, des habitants cherchent encore des disparus et des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés. D'après les autorités, quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine de la puissance des déflagrations, les pires vécues par la capitale libanaise malgré son histoire tourmentée. Selon le gouverneur de Beyrouth, la situation est apocalyptique. Beyrouth n'a jamais connu ça de son histoire. La puissance de ces explosions présentées comme accidentelles est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3.3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre à plus de 200 km de là. Le paysage mercredi reste lunaire. Les conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues. Les voitures sont calcinées. Le sol jonché de valises et de papiers provenant de bureaux soufflés par l'explosion. Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-Rouge, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées. Selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu'à 300 000 personnes sont sans domicile en raison des énormes dégâts. Il a estimé les dommages qui ont touché, selon lui, plus de la moitié de la capitale à plus de 3 milliards de dollars. Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des cadavres sous les décombres. Les opérations se poursuivent. L'explosion a soufflé les vitres des habitations dans la plupart des quartiers de Beyrouth et de sa grande banlieue, et les artères de la ville restent jonchées de bris de verre. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés. Des habitants blessés et ensanglantés ont dû faire le tour des hôpitaux toute la nuit pour les supplier d'être admis. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété 3 jours de deuil national et promis que les responsables devraient rendre des comptes. Le nitrate d'ammonium, substance entrant dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs, est un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés. Une source au sein des services de sécurité a indiqué que le nitrate d'ammonium avait été saisi sur un bateau en panne il y a 6 ans et entreposé au hangar numéro 12 du port sans aucun suivi. Des casques bleus ont été grièvement blessés à bord d'un navire amarré dans le port selon la mission de l'ONU au Liban. Nous restons dans ce même pays. Le chef du Coran du futur, Saad Hariri, sera présent à La Haye ce vendredi 7 août pour assister à la lecture du verdict du tribunal spécial pour le Liban dans l'affaire de l'assassinat de son père, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, tué dans un attentat à la camionnette piégée le 14 février 2005. Saad Hariri devrait s'exprimer à l'issue de l'annonce du jugement du TSL, mais il n'est pas clair pour l'instant s'il va prendre la parole directement après la fin de l'audience ou plus tard. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.